Bonjour, bienvenue à la Cinémathèque. Je suis Mathieu Orléans et je suis le commissaire de l'exposition Top Secret. En fait, on est deux commissaires avec Alexandra Midal qui, elle, n'a pas pu être là. Cette exposition, donc, comme vous l'avez vu, elle vient d'ouvrir assez récemment en octobre ici à la Cinémathèque française pour toute une saison puisqu'elle dure jusqu'au mois de mai et je vous invite évidemment à venir la découvrir ici, sachant qu'elle complète, ou plutôt que les films en salle la complètent, et qu'il y a tout un dialogue qu'on a essayé de construire entre ce que vous pouvez voir in extenso ici, l'exposition qui certes ne montre que des extraits mais essaye de faire raconter, de mettre en perspective les films avec des objets de cinéma et des objets d'espionnage aussi et des œuvres d'art contemporain. Et puis troisième pilier, le catalogue évidemment qu'on a réalisé avec Flammarion et qui sous forme d'abécédaire retraverse toute l'histoire du cinéma et de l'espionnage, qui est un thème qui n'avait jamais été vraiment traité tel quel. Donc cette exposition, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, vous allez la découvrir, mais c'est vrai qu'elle est centrée à un moment donné, parce que le parcours est thématico-chronologique, autour des guerres froides et autour de la manière dont le cinéma a souvent, par catharsis, renversé peut-être la paranoïa qui s'était abattue comme ça sur le monde, en tout cas sur l'Occident, pour en faire aussi un objet de cinéma, de mise en scène et de comédie, un objet de spectacle, un objet aussi de divertissement, pas uniquement, mais c'est vrai qu'on s'est intéressé à mettre en rapport, en miroir, deux figures importantes et que vous avez vues dans les extraits et que vous devinez évidemment, qui sont pour le côté anglais, anglo-saxon, James Bond, et pour le côté français, OSS, qui sont donc vraiment très, très, très séminales, très matricielles à l'intérieur du projet d'exposition. Et donc voilà, on est très heureux du coup, parce que ces films sont importants pour nous, de pouvoir aller un peu plus loin aujourd'hui en projetant le film de 2006, OSS, Le Caire, Nid d'espion, et on a la chance d'avoir à la fois le réalisateur du film et l'actrice principale, donc j'appelle à venir me rejoindre Bérénice Bejo et Michel Azarelli. Bonjour. Peut-être pour commencer la discussion, mais je vais vous laisser parler parce que c'est super de vous avoir ici et de pouvoir avoir votre parole à tous les deux sur le film. Ce qu'on ne sait pas toujours et que l'expo raconte aussi, parce qu'il y a un enjeu un petit peu historique, c'est que OSS, certes, était d'abord un personnage de littérature écrit sous la plume de Jean Bruce à la fin des années 40, et qu'il y avait déjà eu des adaptations peut-être un peu moins connues du grand public, dès les années 60, sous la caméra, entre autres, d'André Hulbel. C'est vrai qu'aujourd'hui, votre OSS est devenu vraiment très iconique, Jean Dujardin qui l'incarne. Peut-être ceux des années 60 l'étaient un petit peu moins. Est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter, du coup, comment est née pour vous l'idée de votre second long-métrage autour d'OSS? Est-ce que vous aviez connaissance de ces romans et de ces films qui ont précédé et qui avaient été un petit peu disparus des radars avec le temps? Donc bonjour, merci d'être venu. Oui, bah, en fait, donc moi je suis de 1967, donc dans plein de maisons de campagne, chez les grands-parents, il y avait toujours un OSS qui traînait, qui avait dû être acheté à la gare, ou je sais pas, enfin il y avait toujours des OSS 117. Et les films, je les connaissais parce que je pense que c'était les débuts de la 5, ou enfin dès qu'on a commencé à avoir plusieurs chaînes de télé, ils ont commencé à diffuser vraiment n'importe quoi, dont les OSS 117 qui sont hilarants pendant un quart d'heure, et puis après qui sont fatigants parce qu'ils savent pas qu'ils sont drôles en fait. Enfin, donc, drôles malgré eux. Ouais. Oui, parce que ça a pris tellement un coup de vieux que quand on les regarde d'aujourd'hui, vraiment il y a très 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 peu de choses à bouger pour que ce soit comique. Voilà. Donc oui, je connaissais ça. Après, l'idée de refaire un OSS, elle vient des frères Altmeyer, qui étaient producteurs du film. Et donc voilà, donc ils ont confié à Jean-François Alain l'écriture d'un scénario. Et moi, ça m'est arrivé... moi, j'avais fait un premier film, mais 7 ans avant, qui n'avait absolument pas marché. Donc autant dire que j'étais un clochard quoi, dans le cinéma. Et donc ça m'est arrivé dessus parce que plein de réalisateurs ont refusé de le faire. Et donc voilà. C'est aussi simple que ça, mais ça vous a quand même plu et excité de le faire. Ben, comme je vous disais, quand vous êtes clochard et qu'on vous propose
du boulot, quoi. Et vous trouvez des motifs de vous exciter, ouais. Et toutes les idées un petit peu comme ça de déplacement, effectivement, vous dites que les films sont un peu drôles malgré eux, alors que votre film, il est pas drôle malgré lui du tout. Il y a une conscience du gag, de l'humour à plusieurs niveaux. Il n'est pas drôle malgré lui, vous voulez dire que... Les premiers OSS. Non, les premiers, j'ai compris. Voilà. C'est que le vôtre ne l'était pas, justement, et qu'il y avait une conscience, au contraire. Non, mais vous pouvez dire, il n'est pas drôle, malgré lui. Sous-entendu, il voulait être drôle, mais désolé, il n'est pas drôle. Mais vous voulez dire, il n'est pas drôle malgré lui. Voilà. C'est parce que tout dépend. Vous allez me le fâcher, hein. Où on met la césure, c'est ça que je veux dire. Non, mais j'ai compris, je fais le mariole, ok. Oui, non, c'est quelque chose que vous avez aussi apporté au scénario. Le scénario était déjà très, très structuré et fini quand vous êtes arrivé. Alors, il était déjà très, très raciste, surtout. Non, le scénario, pardon, je te tourne le dos, mais en même temps, on se voit beaucoup, donc ça va. Le scénario, moi je le trouvais très marrant, mais il était, disons, un peu casse-gueule, quoi. Parce que c'est vrai que faire des blagues sur les Arabes, les musulmans, les Juifs, les femmes, bon, c'est pas... Les poulets. Les poulets, c'est pas évident. Voilà, c'est pas évident, donc je sais pas. Après, moi j'ai réécrit justement pour le mettre exemple du type de réécriture que j'ai faite, c'est que OSS 117, pour ceux qui ne le savent pas, c'était les services secrets américains, OSS. Et donc en fait, il n'est pas français, Hubert Bonisseur de la Batte, c'est un Américain. Et en fait, c'est complètement débile dans le film, mais il est OSS, mais au sein des services français, et il est hyper français. Et donc moi l'idée c'était de, justement, pour pas qu'il y ait de confusion, j'allais dire la cible de moquerie du film, c'est vraiment ce français débile, rassos, supérieur, colonialiste, etc. quoi. C'est vrai que ce qui marche et ce qui était peut-être difficile, c'est effectivement d'avoir d'un côté par moments son arrogance, sa misogynie, en même temps de le rendre tout du long quand même très sympathique et hilarant et d'avoir ce rapport c'était tout c'était toute la difficulté du film pardon, si tu as envie de dire quelque chose, n'hésite pas. C'était comment alors il y a plein de procédés dans le film qui permettent d'équilibrer le film, etc. Il n'est pas que raciste, misogyne, antisémite et tout ça, il a plein d'autres qualités. Lesquelles Lesquelles Il est nanophobe. Il est quoi Il est nanophobe. Il a un truc avec les nains, quoi, je veux dire. Il sait coudre. Mais ça, on le découvre dans le 2. Non, mais c'est aussi un bon gars, dans le sens où il aime se battre. Il y a un truc qui est très pratique aussi, c'est qu'il se bat contre les nazis. Alors, en fait, dès que les méchants, c'est les nazis, en fait, votre héros, il est quand même un peu sympa, parce que ça a beau être le dernier des connards, il se bat contre les nazis, donc ça, c'est vachement bien, parce que c'est politiquement assez courageux de se positionner contre les nazis, donc voilà. Et non, il est quand même prêt à rendre service, il apprend l'arabe entre deux séquences, il apprend l'arabe, il sait chanter Bambino, enfin il a quand même des trucs assez cool, quoi, voilà. Et puis il y a le charme de Dujardin qui aide énormément, évidemment, à faire passer tout ça. Et puis l'idée, c'est que c'est des blagues, quoi. Effectivement, il y a beaucoup de blagues sur les nazis, mais bon, moi j'ai rien contre les nazis, quoi. C'est de l'humour. Et du coup, dans ce tandem, c'est difficile, hein, c'est difficile quand même là. Donc, c'est après Michel. Tandem avant, en promo, il était super mauvais, donc c'était facile pour moi, mais là. Promouvoir un film qui est sorti il y a 20 ans, c'est cool, quoi. Est-ce qu'il y a des. Pardon. Ouais, non, je t'en prie. Il y a des gens qui n'ont pas vu le film. Ah ouais. C'est vexant carrément, quoi. Il y a des gens qui ont vu le film ou pas? Oui. Vous êtes mes meilleurs amis, vous. Ok, d'accord. Non, mais par contre, vous avez de la chance, vous allez le voir en 35 mm comme à l'époque. Et donc ça, c'est quand même... Notre vieille époque. Ouais, notre vieille époque. Et vous, du coup, pour le personnage, comment vous êtes rentré dans la peau de ce personnage-là, qui aussi a ce côté, la manière de se mouvoir, de parler très années 60. Moi, j'étais un peu une clocharde aussi à l'époque. Donc, quand le film est tombé dessus, j'étais vraiment contente.
Non, mais c'est vrai, en plus, je travaillais pas trop à ce moment-là. Et ah ouais, c'est comme ça. On était deux clochards, en fait. Maintenant, on a des beaux vélos. On a bien progressé dans la vie, Michel. Et moi j'ai un père qui est cinéphile, je veux dire, je regardais beaucoup de films, enfin voilà, tous les films que vous avez projetés, j'en ai vu beaucoup. Tous les samedis soirs, on regardait un film avec nos parents. Et donc j'avais vraiment cette culture, quand j'ai lu le scénario, j'ai beaucoup aimé, enfin j'ai adoré même. Et j'avais cette culture, donc je sais pas comment dire, c'est-à-dire que le personnage, je savais comment effectivement rentrer dedans, il m'amusait. Ça m'amusait de m'amuser de ces stéréotypes-là. Audrey Hepburn, là on parlait de ça justement dans les coulisses. Mais après, le duo, il était assez dingue, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on avait Jean et Michel qui s'amusaient énormément, Jean qui se laissait complètement faire. Donc prise après prise, Michel l'emmenait dans des trucs. Et donc il y avait un duo sur le plateau qui était dingue, quoi. Et moi, j'ai fait ma petite place là-dedans, mais non, c'est vrai que c'était un tournage très très drôle, quoi. On a montré le film il y a 1 mois à nos enfants, on l'avait jamais montré, et on a regardé du coup le making of, et on est retombé sur c'était à mourir de rire, quoi. On a beaucoup ri, on s'est beaucoup amusé, on a beaucoup cherché, on a beaucoup travaillé. C'était il y a 18 ans maintenant. Très joli poème. 18 ans, ça fait quand même un bail, quoi. Et c'est vrai que tout ce que vous dites sur le côté évidemment cinéphile de vous qu'on retrouve dans le film, on l'a beaucoup mis un peu en lumière dans l'exposition, sachant que on a beaucoup de documents et on a joué sur des montages, vous verrez tout à l'heure quand on ira, et surtout par exemple sur Hitchcock. Bon, c'est un cas d'école un peu évident, facile, mais très intéressant à mettre en perspective pour une exposition, de jouer même de comparaison de plans entre L'homme qui en savait trop, les scènes dans les souks, mais aussi La mort aux trousses, la scène sur le mont Rushmore, et Rio ne répond plus, donc pas celui-là, mais le suivant. Et c'est vrai que ça, c'était quelque chose qui était très conscient chez vous, de pouvoir jouer sur des effets de mise en scène, de qualité comme ça de pellicule, de transparence, qui faisait des références au cinéma, entre autres de Hitchcock ou... Oui, bien sûr, mais en plus, il y avait plusieurs choses. D'abord, la première chose, c'est que, comme je vous disais, à la lecture du scénario, il y avait quand même des choses, par exemple, tuer un muezzin, c'est pas évident. Ne leur spoile pas la Non, blague. je parle pas. C'est la meilleure blague du film. Je parle pas dans la vraie vie, mais je parle dans la vraie vie aussi, c'est pas évident, mais dans un film, c'est un truc qui est pas évident, quoi. C'est un peu. Alors, c'était pas écrit comme ça. Bon, j'ai changé pour rendre le truc à peu près digeste, etc. Mais vous avez vu le film ? En plus de ça, il y avait plein de blagues un peu limite, quoi. Et donc, mon idée, c'était de me dire, en fait, ce personnage, c'est pas qu'il est raciste et tout ça, enfin, il l'est, mais il est comment dire, il balance des clichés les uns après les autres sur les gens, les femmes, les juifs, les arabes, tout, c'est que des clichés. Donc mon idée, c'était dans la forme aussi de jouer sur des clichés. Et en fait, pour moi, le thème principal de ce film-là, c'est le cliché. Et donc c'est une variation sur tous les clichés possibles, formels et éditoriaux, j'allais dire en tout cas dans les vannes et tout ça. Donc il me semblait que ça faisait un truc assez cohérent. Voilà. Après, ça me permettait aussi de faire un film qui plastiquement, je trouvais, avait de la gueule. Il y avait un jeu avec donc j'ai essayé vraiment, un jeu avec le spectateur, je vais au bout de ma phrase quand même, un jeu avec le spectateur qui reconnaît des choses. Et donc voilà, une espèce de jeu un peu... on n'est pas obligé d'être cinéphile pour voir le film. Il y a des enfants de 8 ans qui voient le film et qui se marrent. Et puis après, on voit autre chose quand on a 15, quand on a 20 ou quand on a 40. Et comment est venue ensuite l'idée du coup du OSS Rio ne répond plus ? Est-ce que c'était tout de suite après le film ? Ça vient de vous, des producteurs ou de... Non, alors là, on a tous senti qu'on en avait encore à faire. Donc c'était un peu un truc pendant le plateau, sur le plateau du 1, on savait qu'il y avait... C'est des personnages, si vous voulez, qui se prêtent très bien à la série, quoi. Parce qu'en fait, ils n'évoluent pas, c'est un peu toujours les mêmes. Il leur arrive des aventures, mais ça ne les transforme pas, donc c'est des personnages de série très bien.
En gros, celui-là, il est vraiment plutôt sur les Arabes. Donc, moi, je dis, bon, il en faut quand même sur les Juifs. C'est un peu normal. Puisque, soi-disant... non, moi, je suis juif, donc c'est pour ça que je me marre. Donc, vu qu'on est censé avoir vachement d'humour, les Juifs, c'était... Voilà, les Arabes, ils se sont laissés faire, ils n'ont rien dit. Donc, on a fait sur les Juifs, on s'est marré. Il y avait de quoi faire, quoi. Pas très clair ce que je vous ai dit, mais en gros... Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est vrai que Rio ne répond plus, donne pas tout de suite l'idée, mais effectivement, il croise sur sa route une bande d'agents du Mossad à Rio, voilà. Effectivement, avec lesquels c'était normal qu'ils soient aussi antisémites que anti-arabes, quoi. C'était normal, quoi. Le personnage, tu veux dire? Oui. Non, et c'est marrant parce que c'est marrant, c'était pas marrant, mais on l'a tourné en 2005 et c'était au moment de la grippe aviaire, donc c'était les poulets. Ouais. Et le moment des caricatures de Mahomet, tu te souviens? Et tout le monde nous demandait, mais vous avez pas peur? De la grippe aviaire? Non, mais déjà, les questions se posaient par rapport... Ouais. Non, mais c'est vrai que pendant le montage... Est-ce que tu peux rire de tout, quoi? Ouais, mais sur la grippe aviaire, c'était moins grave, quand même, parce qu'il y a assez peu de... Il y a quand même beaucoup de poulets qui sont morts. Oui, mais il y a assez peu de poulets qui envoient des fatwas, quand même. Donc, ouais, c'était chaud. Pendant le montage, il y a eu la fatwa sur les caricatures de Mahomet. Ça reste entre nous, hein. Mais non, ouais, il y a eu le truc et il y a eu un peu un stress, ouais, sur certaines vannes, c'était un peu tendu, ouais. Et sur d'autres, vous n'aviez pas peur sur le côté, l'humour sur la colonisation, décolonisation Non, moi j'avais l'impression que le film était quand même très... le film est très clair, quoi, comme je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que, par exemple, il y a un truc, j'ai vraiment aussi rééquilibré, j'ai essayé à la réécriture, qu'il n'ait pas une obsession sur un groupe, quoi, mais il a la même bêtise avec les Arabes, les musulmans, les Juifs, les femmes, les personnes de petite taille, les homosexuels, je crois aussi, tu as dû mettre quelque chose, non? Ah oui. Ah bah, ouais. Sans doute, ouais, oui, sans doute. Et vis-à-vis des Français eux-mêmes, je veux dire, par rapport à sa propre hiérarchie à Paris, où les gens... lui, il a un respect... Non, lui, il a un respect total de la France. Mais nous, la manière dont on montre, évidemment, c'est lui qui est ridicule. Après, en essayant toujours qu'il y ait... à chaque fois qu'il dit une connerie, il se reprend quand même toujours systématiquement... Non, je le reprends. Oui, il se reprend par le film, je veux dire. Ah, oui. Le film le remet toujours à sa place, quoi. Le film est assez clair. C'est pas un film raciste, faut pas... Voilà. Enfin, j'espère. Ceci n'est pas un film raciste. C'est bien, une bonne promo. Enfin, il n'est pas que raciste, quoi. De toute façon, ce côté exotique, le rapport à l'ailleurs, à l'étranger, on le retrouve dans tous les James Bond, les OSS, enfin tous les héros de cette période. Il y a souvent ce goût, effectivement, un peu parfois avec le temps, un peu étrange, douteux, de se plonger dans des atmosphères de... Non, mais affreux. L'homme qui en savait trop, il y a une scène où ils vont déjeuner dans un restaurant marocain, oui. Et ils doivent manger avec les doigts, ils en font tout un truc, et ils ricanent, enfin, c'est hyper gênant, honnêtement. De toute façon, les films de cette époque-là, James Bond, il rentre dans un ascenseur, il y a une jolie fille, au 2e étage, il l'a plaquée contre le mur, et il l'embrasse, si elle ne se laisse pas faire, il la cogne, enfin, ils sont quand même, aujourd'hui, il y a des trucs qui sont compliqués à regarder, quoi. Écoutez, si vous n'avez rien à ajouter, on va peut-être lancer la séance et le film. Pourquoi vous n'avez pas fait le 3e? Et vous, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Bonjour, ça va? Vous l'avez déjà fait? Vous l'avez vu, le 3e? Oui, mais il n'est pas bien. Bah voilà. Eh ben, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Non, je ne l'ai pas fait pour des raisons... La vie sépare ceux qui s'aiment, vous savez. Donc, non, je sais pas. En fait, ils m'ont envoyé le scénario. Ils étaient un peu obligés de le faire. Mais ils m'ont envoyé... ils ont fait écrire le scénario. Et j'étais pas au courant. Ça faisait longtemps qu'ils voulaient faire le film, les frères Altmeyer, les producteurs. Et moi, je disais, bah oui, moi, j'ai pas... mais il faut avoir la bonne idée, quoi. Faut faire un bon film. Et en fait, et quand ils m'ont envoyé le scénario, je trouvais que c'était pas bien. Et voilà, j'étais sur autre chose, ils voulaient absolument le faire. Voilà, ils l'ont fait. Et voilà. Je vous en prie. Merci à vous. Bonne projection.